Accueillir notre dernier panel à l'instant. Je les inviterai d'ailleurs à monter sur scène pour faire ce dernier panel de la journée qui est un panel sur les enjeux de main-d'œuvre, de ressources humaines. Vous savez, les entreprises d'aujourd'hui multiplient les efforts pour trouver du personnel qualifié. L'attraction et la rétention des meilleurs talents est difficile. La compétition est féroce. Et c'est un frein à la relance économique. On l'a vu d'ailleurs ce matin avec Pierre Clérou. Donc, comment on renverse ce paradigme? Comment les entreprises québécoises séduisent et retiennent leurs talents? Pour animer ce dernier panel, on a avec nous la directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines, Manon Poirier. Comptant plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des ressources humaines, elle occupe depuis 2016 le poste de directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées, organisation dont la mission est de protéger le public et d'encadrer la profession des conseillers en ressources humaines agréés et des conseillers en relations industrielles agréés. Nous aurons comme panélistes Ivana Markovic, qui est vice-présidente Culture et Talent chez OCDA, une entreprise de développement web, mobile et intelligence artificielle. Ivana a commencé sa carrière chez Procter & Gamble en 2010 en tant que gestionnaire de marque. Elle a été entre autres responsable de la marque Oral-B pour le marché canadien. Ivana a rejoint l'entreprise OCDA en 2014, d'abord pour contribuer au projet de visibilité et aux finances. Rapidement, elle prend le rôle de la gestion de la culture et du talent pour rendre son entreprise un des meilleurs endroits de travail à Montréal. OCDA a remporté d'ailleurs le prix employeur de l'année PME au dernier gala des Mercuriades 2021. On a aussi... On a aussi la chance d'avoir avec nous Émilie Dussault, qui est chef Canada pour Technicolor Canada, leader dans le secteur des effets visuels et des services d'animation. Émilie a commencé sa carrière chez Technicolor en 2013 en tant que directrice générale de la marque MPC pour implanter un nouveau studio d'effets visuels à Montréal. Elle en a assuré sa mise sur pied, sa croissance et sa gestion opérationnelle. Émilie est également présidente du conseil d'administration du Bureau du cinéma et de la télévision du Québec. Et finalement, Michel Robidoux, pour compléter ce merveilleux panel, président et directeur général de Sandoz Canada depuis 2010, possédant plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique et dans le secteur de l'équipement médical, notamment chez Bayer Canada et Roche. M. Robidoux joue un rôle important au sein de l'industrie pharmaceutique canadienne à titre de membre de l'Association canadienne du médicament générique, de président de Biosimilaires Canada et de membre du conseil d'administration de l'Association canadienne de la gestion de l'approvisionnement pharmaceutique. Sous sa gouverne, Sandoz Canada est devenu un leader au pays en commercialisation de médicaments génériques et biosimilaires. Pour 3 années consécutives, Sandoz Canada a été reconnu parmi les meilleurs lieux de travail au Canada. Et en 2021, Sandoz Canada a été récipiendaire de 2 prix au Gala des Mercuriades, notamment Employeur de l'année, Grande entreprise, et Leadership Femme d'exception. Alors, je vous cède la parole. Et Manon, je te cède la parole pour animer. Bon panel. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la Fédération d'avoir fait l'invitation d'animer ce panel sur le sujet le plus passionnant de votre journée. En fait, bien sûr, je suis un peu biaisée, mais puis on a un large attraction et rétention des employés. C'est pas banal et je sais que ça a été une trame de fond de vos discussions aujourd'hui parce que ce qui fait consensus, depuis 18 mois, on était ensemble dans cette réalité de pandémie, mais ce qui fait consensus, toutes les organisations, peu importe la région, peu importe votre industrie, c'est clairement le talent, la pénurie de main-d'œuvre, l'humain qui a pris beaucoup de place dans les discussions dans les derniers mois. Et c'est tant mieux pour, bien sûr, la professionnelle en ressources humaines en moi, qu'on prenne ce temps pour re-questionner nos pratiques, puis on regarde en avant pour faire les choses autrement. On va faire ce panel-là peut-être en 2 temps. J'ai goût de revenir un petit peu en arrière et peut-être probablement ce que vous vivez maintenant, parce que des fois, il y a quelque chose de rassurant en se comparant à ce qui se passe chez les autres, puis se dire, on n'est pas tout seul sur notre petite île, notre petite planète. Je leur partageais, puis je vous le partage, je devrais peut-être pas dire ça publiquement, mais on est mardi, 3 heures. J'ai eu 3 démissions cette semaine, puis on n'est pas un mauvais employeur. Fait que voilà, c'est notre réalité de cette grande démission dont on pourra reparler sous peu. Donc, en 2 temps, revoir un petit peu la dernière année, puis surtout, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que ça change,
comment on adapte nos pratiques pour attirer et retenir le talent au sein de nos organisations. J'avais le goût on vous a présenté, je voulais vous épargner le bout de la bio. Moi, c'est toujours ma minute d'inconfort. Je ne sais pas quoi faire, surtout quand ça commence par 25 ans d'expérience, je me sens mal. Mais bref, donc on vous a présenté, vous avez toutes des carrières vraiment inspirantes, vous avez des rôles importants au sein de vos organisations. Le petit défi, si on devait résumer votre dernière année et demie là, en un mot ou une phrase, ce serait quoi pour toi, Ivana? Moi, je dirais évolution. Donc, il a fallu évoluer rapidement. Voilà, c'est plus qu'un mot, mais oui, évolution. C'est correct. Vous avez le droit de tricher un peu, Émilie? En un mot, ça serait agilité pour réussir à déployer, en fait, 1200 employés à la maison avec leur équipement et intégrer une vingtaine de nouveaux employés par semaine qui viennent de partout sur la planète. Excellent. Donc, l'agilité, Michel? Moi, je dirais croissance en télétravail, mais défis qui se pointent à l'horizon pour fin de l'année, début de l'année prochaine. Okay. On y reviendra. Merci. Fait que c'est intéressant parce que vous êtes tous dans le mouvement, l'évolution, la croissance et tout ça, l'agilité. Si on fait un petit topo, Michel, comment ça s'est passé les 18 derniers mois et comment ça se passe maintenant, si tu nous faisais le portrait de votre organisation, peut-être en termes de mouvement aussi, est-ce que vous en voyez présentement? Qu'est-ce qui se passe? Oui, bien, pour mettre les choses en perspective, 250 employés environ à Boucherville. Donc, Sandoz, on fait partie d'une multinationale qui opère dans plus de 150 pays. Au Canada, on opère à Boucherville, sur la Rive-Sud. Donc, on a une belle brochette d'employés, d'avocats, des gens commerciaux, des gens d'affaires réglementaires, qualité. On est en télétravail depuis mars 2020. L'année 2020, télétravail, moi, je suis agréablement surpris. On opère la compagnie. Comme je dis toujours, on fait fonctionner une compagnie de tout près d'1 milliard de dollars, mais on a moins de fun. Et la deuxième année, là, on commence à avoir des défis parce que tout ce qui caractérisait Boucherville, notre bureau-chef, la convivialité, l'engagement, la proximité des employés, le fun qu'on avait à Boucherville, avec un paquet de rituels qui, pour nous, étaient des rituels normaux. Les rituels de célébration, les food trucks qu'on avait des succès, les déjeuners du président, le gym, les kinésiologues sur place qui se promènent sur les étages pour aider les gens. Toutes ces valeurs-là qu'on assumait comme acquis ne valent plus rien parce que notre compagnie mère a décrété pour tous les employés ce qu'on appelle du télétravail à temps plein, à leur choix, indépendamment de la pandémie. Donc, mon défi maintenant, c'est que j'ai un bureau-chef qui est, quand on a 20 personnes hier qui sont venues au bureau, c'est beau. Donc, comment on recrée l'engagement virtuellement? On a beaucoup parlé de rituels. Hein? Donc, on est à repenser les rituels virtuels qui va recréer un bon engagement chez Sandoz parce que les employés ont à cœur la mission. Hein? On vend des médicaments pour des gens qui sont malades, donc la mission est très forte, mais notre mission plus d'équipe doit être définie dans ce nouvel environnement-là. Oui, je sais que vous avez déjà des pistes pour ça, mais de recréer ces rituels-là à distance, on y revient tout de suite dans ce qui s'en vient dans le futur. Effectivement, quand on a eu notre session de préparation, on avait parlé de rituels, c'était important. Émilie, comment s'est passée la dernière année et demie dans votre univers? Bien, en fait, il y a différentes étapes dans cette dernière année-là. On retrouve l'étape à la maison, où on a réussi à fonctionner puis livrer des projets. Là, entre autres, le film Cruella a été livré à partir d'une équipe à la maison. Donc, c'est possible. Les gens travaillent à la maison, mais là, on est depuis, je dirais, juin, juillet, on est revenu au bureau en modèle hybride. Donc, les équipes de gestion sont revenues au bureau pour justement recréer ces rituels-là, puis essayer de ramener ce sentiment d'engagement, puis de retisser ce tissu social, là, rebâtir nos relations. Et les employés viennent
en mode hybride à raison de 2-3 jours semaine. Certains sont encore à la maison à temps plein, mais on essaie tranquillement, je veux dire, de les ramener et, parce qu'on est une industrie créative, on est une industrie d'innovation et on considère que ça se fait en présence. Il faut être ensemble. C'est un travail d'équipe, livrer des films, ou livrer des téléséries. Donc, et il y a un esprit de corps qui vient avec ça, à se voir, se fréquenter, peut-être plus quotidiennement, mais de façon régulière. Et ça, là-dessus, on mise beaucoup sur ces aspects-là. On a fait les rituels virtuels qui ont un succès mitigé. Où on s'est retrouvés, en fait, en grand groupe. Je veux dire que ça n'a pas été un si grand succès que ça pour créer cette espèce d'excitation d'être tous ensemble. Par département, on se retrouve, les gens ont réussi à mousser un petit peu l'intérêt, mais c'est rien comme être tout le monde dans la cuisine ou tout le monde dans notre grande salle ou dans notre théâtre pour se rencontrer ou célébrer un événement. Donc, on mise sur la présence. Puis, tu évoquais l'intégration d'une vingtaine de nouveaux employés complètement à distance, je comprends bien, ou en grande majorité? Donc en grande majorité à distance. Les nouveaux employés vont commencer, surtout qui viennent de l'étranger, donc ils vont commencer en 2 semaines à l'hôtel avec leur équipement, puis ensuite, c'est désintégrer, les former ou leur donner l'introduction à comment on fonctionne, puis nos processus. Donc, ça aussi, c'est un grand défi de comment les faire travailler rapidement, les intégrer rapidement à un nouvel emploi, rapidement à une nouvelle ville qui se retrouve, que la famille se retrouve. Donc, ça aussi, c'est tous des défis où... pas pour nous lancer des fleurs, mais notre méthode commence à bien fonctionner après 8 ans, là, mais c'est... donc, on est là en mode virtuel, c'est toujours un défi. Okay, et on veut les revoir au bureau. Oui, tout à fait. Ouais. Mais c'est intéressant, puis on pourrait revenir sur qu'est-ce que ça change de votre formule. Ça fait quelques années. Est-ce qu'elle a changé? Est-ce qu'elle doit changer pour l'intégration de ces gens-là? On y revient tout de suite. Ivana, de ton côté, les 18 derniers mois, tu parlais d'évolution. C'est quand même un mot qui, des fois, peut-être un mot neutre, mais quand même positif. Peux-tu nous en parler un peu? Oui, c'est ça. Mais après la panique initiale que tout le monde a vécue, ça a vraiment bien été au niveau affaires. Donc, une grande croissance qu'on a eue. Ça veut dire que la moitié de l'équipe, ou presque, qu'on a aujourd'hui, a été intégrée de façon virtuelle pendant la pandémie. Un des trucs qui nous préoccupait au départ, on a été une entreprise où la culture était très forte. Et comme beaucoup d'entre vous, on pensait que ça venait par le présentiel, être au bureau, voir les gens. On s'est rapidement rendu compte que c'est notre force, les gens qu'on a, et qu'il ne fallait pas attendre pour transformer ces rituels en virtuels, en fait. Dès le jour 1, on n'a rien annulé, on n'a pas annulé nos midi-conférences les vendredis, on n'a pas annulé nos activités régulières. On s'est mis au défi de vraiment tout transformer en virtuel et de trouver des solutions pour que ça soit engageant. Donc, 1 an et demi après, ou presque 2, mais on est vraiment heureux du télétravail, puis pour nous, ça va rester. En ce moment, il y a environ une dizaine de personnes qui viennent au bureau, mais la majorité des gens travaillent de chez eux, puis c'est quelque chose qu'ils préfèrent. On l'a vu dans le sondage juste avant, là, vous avez vu 44% des jeunes qui veulent rester à la maison à temps plein. Nous, c'est peut-être la même chose quand on a fait le sondage à l'interne, mais il y a quand même une fragilité encore. Les gens ne sont pas prêts de revenir au bureau. Il y a une nouvelle routine qui s'est installée qui doit être brisée. Donc, ceux qui reviennent, mais c'est soit qu'ils ont des petits apparts, ils sont moins confortables chez eux, ou ils ont peut-être une famille ou un conjointe qui travaille de la maison. Donc, l'ouverture du bureau a été essentielle, même s'il y a juste 10 personnes sur 60, mais c'est quand même utile pour ceux qui en ont besoin puis pour leur santé mentale. Donc, en bref, ça a été une super belle année et demie au niveau professionnel pour nous. On a été relativement chanceux avec les grands départs, on n'en a pas eu tant. Mais je pense que c'est le fait d'avoir rapidement transformé notre culture en virtuel puis de ne pas avoir abandonné rien parce qu'on ne pouvait plus se voir en personne.
Mais dis-moi, Ivana, je sais, nous autres aussi, au début, on a tout fait en virtuel. Je sais, vous avez fait vos 5 à 7, des 5 à 7 en virtuel, le party de Noël en virtuel. C'était pas super, en tout cas. Mais est-ce qu'il y a pas, vous n'avez pas senti l'essoufflement avec le temps parce qu'on était toujours branchés sur nos ordinateurs? Est-ce que vous avez vu au fil du temps l'essoufflement où les gens cherchaient à se reconnecter parce que, justement, c'était leur façon de faire partie de la plus grande équipe? Je pense que dans notre groupe, il y a quand même eu moins d'essoufflement que ce que j'entends des autres. Les gens étaient quand même... La participation aux événements était élevée. Par contre, depuis que les activités en personne sont un peu permises, on a décidé de changer un peu. Avant la pandémie, on faisait une activité au trimestre. Là, on a décidé d'en offrir une à deux, toutes les 2 ou 3 semaines. Donc, des fois, on a 10 ou 15 personnes qui viennent, mais c'est des activités variées. Comme ça, différentes personnes peuvent venir et participer. Donc, il y a un peu de présentiel qui est intégré pour rencontrer les collègues, mais ce n'est pas obligé d'être dans le cadre de leur journée de travail. OK. Intéressant. Donc, est-ce que je suis la seule à vivre la grande démission? Ivana, il n'y en a pas tant eu chez toi, de votre côté, Moi, Michel? c'est une année record OK. en 2021, qui me trouble aussi. Là. J'ai perdu une vingtaine d'employés qui ont décidé de quitter l'organisation. Et on est en analyse, on essaie de... On en a parlé un peu, j'ai quand même le tiers de ces gens-là qui avaient été dans l'organisation plus de 12 ans. Donc, c'est quand même positif. Hein. Ils ont donné des années de service, puis on regarde le nombre d'employeurs qu'on va avoir dans notre carrière. De faire 12 ans et plus dans une boîte, c'est quand même bien. Mais c'est pas quelque chose qu'on est habitué chez nous. On promouvoit beaucoup les gens à l'interne. Les gens peuvent faire une carrière en se déplaçant de plusieurs départements, indépendamment de leur formation. Donc, je vis un peu ça comme toi, là, avec un peu d'analyse, d'introspection avec mon équipe de direction pour voir est-ce qu'on a des apprentissages. Et on a engagé des gens virtuellement, mais les gens qui nous ont quittés nous ont aussi quittés virtuellement. Rappelez-vous, là, pour ceux qui ont déjà donné leur démission à l'époque, là, tu posais la question, OK, je vais donner ma démission, quelle journée, comment je vais annoncer ça à mon patron, quelle est sa journée. Aujourd'hui, on reçoit un email, on reçoit un coup de téléphone, c'est bonsoir. Donc ça aussi, c'est le fun d'engager du monde virtuellement, parce qu'on est quand même capable de faire une bonne job avec la technologie, mais d'avoir des démissions virtuelles, ça aussi, c'est plus difficile. Oui, moi j'ai vécu dans la dernière année ma première démission par texto. Je vous avoue, je me suis dit, oh mon Dieu, soit je suis vieille ou j'ai manqué quelque chose. Mais bon, ça ébranle un peu, effectivement. Émilie, de votre côté, est-ce que le mouvement, on le sent? C'est pas une grande démission qu'on a vécue, mais ce qu'on voit, c'est que la compétition est beaucoup plus féroce. Puis il y a une compétition, il y a une guerre des salaires. Donc il y a beaucoup de gens qui renchérissent sur des offres. Ce qui nous distingue peut-être, c'est qu'on est une industrie qui fonctionne par contrat à durée déterminée, donc qui vont suivre les projets. Donc, effectivement, les employés nos artistes peuvent quitter après leurs 6 mois sur un film pour aller travailler sur un autre. Mais on sent que la compétition est beaucoup plus difficile. Oui, c'est ça. Et que les salaires augmentent. Oui. Donc, vous la sentez, la pression sur les salaires. Il y a des offres qui viennent localement, mais aussi de l'international. J'imagine des gens que vous recrutez doivent se faire recruter aussi par d'autres types d'organisations. Un peu partout, mais le Québec étant un des 3 plus grands hubs dans l'industrie des effets visuels et de l'animation, c'est vraiment, en fait, c'est une compétition locale à l'interne. Puis, malheureusement, puis on est tous heureusement, en train de vivre une croissance dans notre industrie. Donc, on se retrouve tous à être en train de recruter pour augmenter notre capacité en même temps. Alors, c'est quoi, donc, parce qu'à un moment donné, il y a une capacité là, d'augmenter le salaire. On voit beaucoup d'organisations, c'est le retour des bonnies de signature. Là. Moi, on voit cette tendance-là. Mais au-delà de ça, Émilie, c'est quoi votre stratégie? Qu'est-ce qui va changer pour tirer votre épingle du jeu dans cette guerre de talents? Il y a une partie qui ne change pas. Je veux dire, ce qui demeure, c'est on offre de travailler sur les plus gros blockbusters qui sont offerts sur le marché. Donc, en fait, notre signature, c'est de dire vous allez travailler sur les meilleurs projets puis avoir les plus grands défis techniques et technologiques. Donc, il y a une partie qui est ça. Il y a une partie où la réalité, c'est des salaires. On n'a pas le choix d'augmenter ou de suivre un peu le marché. Et c'est de
créer cet esprit de corps, cet esprit d'équipe-là avec des activités au bureau qui fonctionnent. Donc c'est excitant, les projets. Donc, vous vendez cette opportunité-là de contribuer, créer du sens. J'imagine qu'il y a une excitation à faire partie de plus grands projets. C'est comme ça que vous vous démarquez. Les salaires, les conditions. C'est souvent dans l'industrie des technologies, souvent à la blague où on fait référence, c'est quand même une industrie qui a toujours été très innovante sur comment on attire les talents. Ça fait très, très longtemps là, que c'est une pénurie de main-d'œuvre dans ce secteur-là. Fait qu'on a vu au fil du temps là, les fameuses tables de poule puis les sushis sur l'heure du midi puis le barista. Puis, est-ce que dans votre expérience, est-ce que c'est plus de ça qu'il faut ramener ou c'est vraiment autre chose qui a un impact réel sur le fait d'attirer, mais surtout de garder les gens, Ivana? Moi, c'est mon opinion, mais je pense pas qu'il faut ramener je vais dire bébelle un peu, là. C'est peut-être un mot méchant. C'est sûr, c'est beau sur papier ou dans les médias quand on parle de votre compagnie, mais quand on demande aux gens, nous, on a sondé toute notre équipe à l'automne pour voir qu'est-ce qui les motive dans le travail, qu'est-ce qui leur manque comme avantage, et c'était jamais le fait qu'on n'avait pas les lunchs payés ou en barista. C'est plutôt comment on peut les aider à réconcilier leur vie et leur travail financièrement, mais aussi avec le temps, la flexibilité. Donc, tout ce que vous pouvez faire pour donner plus de temps aux gens, donner plus de compétences pour qu'ils puissent acquérir une propriété. À Québec, ça doit être comme ça, mais à Montréal, en ce moment, c'est très cher acheter une première maison. Donc, est-ce qu'il y a des façons qu'on peut aider notre équipe à devenir propriétaire, qui est un symbole de richesse dans notre société? Est-ce qu'on peut les aider à faire des projets personnels comme des études? On l'a vu dans le sondage. Donc, il faut vraiment se questionner comment l'employeur peut devenir un complément dans la vie des gens qui côtoient notre communauté d'entreprise. Puis je pense qu'il faut rester réaliste. Aujourd'hui, la majorité des gens que vous allez embaucher ne vont pas rester dans votre entreprise ou votre organisation toute leur vie. Si vous les avez pour 5 ans, c'est déjà une victoire. Donc, il faut célébrer ces gens-là aussi, même s'ils quittent après 5, 10, 12 ans, tu parlais. Je pense que c'est une réussite de l'entreprise, puis il ne faut pas voir tous les départs de façon égale. Donc, des fois, tu le disais, des fois, ce n'est pas vous, mais c'est d'autres choses dans leur vie. C'est sûr, sur le coup, il faut se réaligner, mais ça laisse la place à d'autres de se développer, ça laisse la place à l'organisation de changer, évoluer. Donc, même si des fois, il y a des départs, puis c'est triste, c'est une réalité qu'on va faire face, et il faut trouver lesquels sont là pour célébrer, puis lesquels sont des problèmes réels, et lesquels il faut adresser. Oui. Michel, je voyais opiner. Donc, c'est quoi ces stratégies-là? Comment on se démarque? Comment on garde les gens? Bien, chez nous, les salaires, les avantages sociaux sont très compétitifs. Donc, on va continuer de regarder ce qui se fait puis de rester à l'avant-garde. Mais le défi pour nous, c'est qu'on a maintenant des gens qui veulent travailler à la maison. Il y a des gens qui me disent, Michel, ça ne fait pas de sens que je vais conduire 1h15 le matin pour me rendre au bureau. Oui, puis retour au bureau aussi. C'est bien plus du temps de qualité pour la personne de rester chez elle, de travailler. Les technologies qu'on a pour le travail à la maison sont très puissantes. Le MS Team fonctionne très bien. L'enjeu, c'est que nous, pour être les meilleurs de notre industrie, puis on est la 2e plus grosse compagnie générique, on veut des gens qui ont le cœur au travail. Mais tu sais, il y a un adage qui dit « loin des yeux, loin du cœur ». Donc, on a maintenant des employés qui vont choisir de travailler à la maison, peut-être 4 jours semaine, peut-être 3 jours semaine, peut-être 5 jours semaine. Comment on garde cet engagement-là qui est au-delà des avantages puis de tout ce qu'on peut. Donc, l'engagement intangible qui est au niveau du cœur, c'est notre plus gros défi. C'est là-dessus qu'on va se pencher pour... J'aime beaucoup le concept de créer des rituels virtuels, mais qui sont engageants. Je ne sais pas exactement la recette, là, moitié virtuelle, moitié présentielle, mais je pense que c'est nos plus gros défis. Et on ne peut jamais, je pense, en offrir assez, parce que lorsqu'on segmente nos employés, on le voyait dans le sondage, on a des générations X, des générations Y, des âges, des durées de carrière. Il faut essayer d'offrir le meilleur malgré la segmentation de notre base d'employés. Oui. Donc, c'est sûr, il n'y a pas de formule magique sur c'est quoi, qu'est-ce qui fait du sens pour recréer ces rituels-là, le sentiment d'appartenance. En fait, dans tout ce qui a été fait, puis
les organisations font des tentatives, différentes initiatives, différents programmes. Moi, je reviens souvent à la base de la science qui nous dit qu'est-ce qui fait que les gens restent chez nous. C'est pas... oui, c'est sûr que les notions, on le voyait dans le sondage, le salaire, les conditions de travail, c'est un peu une question d'hygiène, je peux dire. Donc, une fois qu'il y a une base d'établie, puis que les gens peuvent vivre décemment avec un salaire, après ça, c'est vraiment d'autres considérations. Et la science nous montre que c'est vraiment ce que les gens recherchent, c'est l'autonomie. C'est la reconnaissance et c'est le sentiment d'appartenance. Et c'est ces trois piliers-là qu'on peut décliner dans plein de gestes. Mais ça amène un style de gestion, je pense, particulier dans cette autonomie-là, dans cette latitude, d'en faire confiance. Lors de fait, l'année dernière, on était impressionnés de voir les organisations qui se mobilisaient, qui se sont transformées, qui avaient l'air à vraiment surperformer dans un contexte difficile. Puis on est allé voir c'était quoi la recette magique de ces organisations-là. Et vraiment, la clé, c'était beaucoup au niveau de l'approche de gestion. Donc, une gestion qui fait confiance, une décentralisation des pouvoirs de décision, l'implication des gens dans déterminer, avoir un impact sur leur propre travail. Puis moi, ça confirmait des choses qu'on voyait depuis des années, mais c'était très, très, très clairement exposé. Puis moi, je me demande, est-ce que vous avez fait des constats sur le profil de leadership ou de gestion au sein de vos organisations? Est-ce que ça va vous amener à changer un peu qui on met dans les postes de gestion? Parce qu'on a souvent la tendance, je crois, à promouvoir le meilleur des techniciens, comme chef d'équipe. Alors que ce qu'on voit, ce qui fait la différence dans ce que vous me parlez de reconnecter les gens, de faire du sens à leur travail, de les engager, les mobiliser, ce n'est pas la seule chose, mais la relation avec les gestionnaires, elle est importante. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des changements au sein de vos organisations sur les profils de gestion, ce qu'on vient renforcer comme approche? Est-ce que vous voyez des choses arriver de votre côté? Émilie? Ce n'est pas une différence de profil de gestionnaire, mais il y a définitivement plus d'accent sur la communication, ou que ce soit en vidéoconférence ou même dans les... on parle beaucoup de santé mentale. Le fait que les gens soient à la maison, il faut leur parler. Puis là, on a développé tout un système où les gens par département doivent entrer en contact pour être sûrs qu'il y a au moins un contact par jour avec une personne. Donc, assurer un suivi pour chacun. Donc, ça, l'aspect communication, il y a un effort additionnel qui doit être fait. Donc, peut-être de meilleurs communicateurs en termes de gestionnaire, bien que ça en prend toujours. C'est toujours une qualité nécessaire, mais davantage. Il y a un rappel à faire qu'il faut aller au-delà de ce qu'on faisait normalement. Donc, la communication, la bienveillance dans l'approche, c'est des éléments qui ressortent fortement dans ce que les gens recherchent. Il y a un autre sujet qui a été fait puis qui vient changer nos façons de faire dans les organisations. À travers la pandémie, on a beaucoup parlé de diversité, d'équité et inclusion. Donc, c'est un discours social important. Est-ce que ça va amener des changements dans vos organisations? Est-ce que vous avez déjà posé des gestes à ce niveau-là? Ou vous faisiez déjà des choses positives que vous allez remettre de l'avant? Ivana? Oui. Mais nous, ça fait plusieurs années qu'on investit en diversité, équité, inclusion. C'est un besoin. Là, on l'a vu, 7 %, mais dans notre groupe, beaucoup de gens demandent ça. Donc, on a fait des partenariats avec différentes communautés technologiques, des groupes issus de la diversité pour attirer des talents et être plus représentatifs de la population. Et ça a eu un effet bénéfique sur la rétention et l'attraction de nouvelles personnes. Donc, il y a plusieurs façons, on pourrait faire juste un panel sur ce sujet-là, mais c'est un sujet très passionnant, puis il y a des petits gestes qu'on peut poser, puis je pense que la base... Il faut un exemple d'un petit geste concret que vous posez qui pourrait inspirer les gens. Oui, pour nous, c'est vraiment simple. Je vous ai dit, on a les rituels des midi-conférences. On a incité les gens à partager leur passion et leur parcours professionnel dans ces rencontres-là. Donc ça fait en sorte que les gens ont appris à se connaître plus puis à être ouverts à différents parcours que peut-être le leur. Donc, c'est vraiment varié, la diversité et l'inclusion. Là, ça ne prend aucun budget. Vous avez déjà des rencontres et ça marche très bien. Mais je vous recommande de vraiment engager l'ensemble de l'équipe
pour la diversité, l'équité, l'inclusion. Ça ne peut pas venir juste du gestionnaire ou des RH ou du chef d'entreprise. Il faut que l'ensemble de l'équipe comprenne la valeur que ça peut ajouter. Est-ce que, parce que souvent on pense à, on constate encore qu'il y a des bassins sous-représentés dans nos organisations. On parle de pénurie de main-d'œuvre, la difficulté à combler des postes, puis justement cette diversité-là de profil. Est-ce que c'est venu changer vos façons de recruter, des partenariats avec des organisations, tu le nommais? Est-ce que ça a venu changer vos façons de recruter et s'assurer que vous avez cette représentation-là au sein de votre organisation? Oui, mais d'habitude, avant, les gens appliquent ou c'est des références. Il a fallu vraiment sortir dans des endroits où nous, on n'était pas représentés pour parler à des nouvelles personnes qui ne nous connaissaient pas. Puis il fallait aussi former l'équipe de recrutement pour éviter certains biais qu'on pourrait avoir. Ça a été hyper important. Donc, vous avez formé les gens là, qui font les entrevues, la sélection. Excellent. De votre côté, Émilie, au niveau de la diversité, est-ce qu'il y a des changements, des projets? Il y a plein de projets. Au niveau changement, en fait, on était, comme industrie créative, une de nos valeurs, en fait, était vraiment la diversité. Et ce melting pot fait que, ou en tout cas, on a une grande croyance que ça génère de la créativité, ça nous aide dans nos projets. Mais on a formalisé certaines célébrations là, de LGBTQ+, mis des entrevues de Black Lives Matter, ou en fait mis en lumière des gens qui travaillaient chez nous pour qu'ils nous racontent leur parcours et nous en disent plus sur ce qu'ils vivaient, sensibiliser puis former nos employés pour qu'ils soient plus avisés sur le sujet. Et il y avait déjà, en termes de recrutement, plusieurs initiatives qui étaient faites dans ces groupes-là. Donc, et on a une centaine de pays qui sont représentés à Montréal, recrutant partout sur la planète. Excellent. Chez Sandoz, Michel? Oui, très important, les comités. On a un comité vert, on a un comité équinergie, on a un comité diversité et inclusion. On a des abeilles sur le toit qui produisent le miel, Sandoz. Et comme on le mentionne, ce n'est pas la direction qui gère tout ça, là. Les comités, c'est vraiment les employés qui participent. Très, très important de mettre ça dans l'organisation. Ça crée vraiment une bonne chimie entre les équipes, une bonne collaboration. Ça crée un bon sentiment d'appartenance. Et ça fait en sorte que les gens viennent travailler. Oui, ils savent qu'ils ont un job à faire, mais ils contribuent au bien-être général de l'entreprise puis des gens. Et les comités ont tous duré, même en virtuel. Il n'y a aucun comité, on n'a pas de difficulté à recruter. L'enjeu qu'on mentionnait peut-être un peu plus tôt, par contre, chez nous, c'est comment on développe nos gens maintenant qu'on ne les voit pas. Et j'ai beaucoup de gestionnaires qui, avec la vingtaine de départs, me disent « Michel, cette personne-là, je ne l'aurais pas perdue s'il aurait été près de moi. On ne l'a pas vu, on l'a échappé. » Et il y a beaucoup de trucs que vous avez mentionnés, là, des touch points à tous les jours avec les gens. C'est tous ces nouveaux mécanismes-là qu'on doit développer comme gestionnaire. Gérer virtuellement, c'est pas pareil comme gérer. Et tu sais, le bon management by walking around, là, que moi j'adorais faire, toute mon équipe de direction faisait. En virtuel, c'est difficile. Mais c'est pour ça qu'on ramène le monde au bureau. Oui, je sais, mais moi j'ai une politique mondiale qui fait que les gens peuvent décider de travailler de chez eux. Ouais. Alors même, je me pose la question, je dis, je t'avais de me mettre une map de tous mes employés, là où ils sont physiquement, puis si j'en ai beaucoup à Laval, peut-être je vais aller un bon matin au déjeuner chez Cora, je vais inviter tous les gens à Laval sur le bureau Labelle, le boulevard Curie-Labelle, venez me rencontrer, là, je veux vous voir avec d'autres membres. Donc, c'est ça qu'on va devoir recréer, devoir imaginer la vie en virtuel, puis moi, je ne peux pas changer cette politique-là qui est mondiale, qui a été annoncée, acclamée par les employés. Les employés peuvent décider de travailler 100% à la maison. Une des choses qu'on va mieux travailler, c'est le team code, qu'on appelle le code d'équipe, parce que même s'ils sont à la maison, ils doivent, lorsque des activités d'équipe, se présenter au bureau. Et on est à repenser le code d'équipe qu'on a fait pendant la pandémie. Il y a des choses qu'on ne savait pas qu'on ne savait pas. Donc, on va corriger le tir au niveau des codes d'équipe
quand il y a un nouvel employé qui arrive dans l'équipe, je pense que ça ferait du sens de dire les 2 premières semaines vont être en présentiel, les équipes vont être là pour t'aider, pour te faire entrer dans la compagnie. Donc, on va redévelopper ça, puis on va aller chercher des trucs à gauche, à droite pour garder l'engagement très fort. Ouais. Puis, tu faisais le lien, on n'a peut-être pas vu ces gens-là, les a perdus, on n'a peut-être pas développé leurs compétences, mais il y a une réalité en virtuel aussi. On en a beaucoup parlé, le sondage faisait allusion à ça, tout ce qui est la santé psychologique, le mieux-être. C'est clairement au cœur des priorités des individus, donc dans leur choix d'aller travailler chez vous, de rester chez vous. La pandémie a amené, je pense, le fait qu'on a fait tomber certains tabous qui demeuraient autour de la santé psychologique. Ça, c'est une bonne chose parce que ça nous permet d'en parler plus. On espère que les gens vont davantage lever la main, de partager ce qu'ils vivent. Qu'est-ce que ça change concrètement pour vous, cette importance-là au niveau de la santé psychologique dans vos pratiques, vos programmes, vos initiatives? Comment on fait comme employeur pour soutenir cet aspect-là, pour s'assurer que nos gens sont bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer parmi vous trois? Émilie? Je me lance. Mais ce qu'on a réalisé, en fait, ça touche votre autre question sur est-ce qu'on a besoin de gestionnaires qui dirigent différemment. Et sur cet aspect-là, effectivement, vous m'avez fait penser que oui. C'est la demande des employés, c'est que les gestionnaires soient plus alertes sur la problématique de santé mentale ou de problèmes de santé mentale. Et donc, d'avoir démontré plus d'empathie, aller les chercher, peut-être être plus proactif pour s'assurer qu'ils vont bien. Donc, il y a vraiment, en fait, une formation pour les gestionnaires pour vraiment être au courant de ce à quoi ils pourraient faire face. Excellent. Michel? Oui, nous, je pense qu'on avait parlé en préparation. Statistique intéressante chez nous, dans la dernière année, personne n'est parti en congé de maladie court terme pour des raisons de santé mentale. Donc, ce que ça me dit, c'est que les gens à la maison peuvent mieux gérer les problèmes, n'ayant pas à se présenter à tous les jours au bureau. Puis souvent, on ne sait pas exactement les problèmes qui se trament dans les familles de ces employés-là. Mais nous, ça nous éveille, là. Il faut définitivement y travailler. Il faut apprendre de nouvelles techniques là, pour supporter ces gens-là. La vie est de plus en plus compliquée. On a des employés qui ont des enfants à l'école. Il y a eu toute la saga du COVID, les classes qui ont testé positif. Donc, tout ça, là, il faut un leadership très ouvert, très inclusif, très à l'écoute, très empathique, certainement. Puis je rajouterais beaucoup de flexibilité, être à l'écoute, comme il disait, mais aussi être capable de offrir des choses que peut-être on n'a même pas dans notre plan d'avantages sociaux, juste parce qu'une situation arrive. Puis je pense que beaucoup d'organisations mettent l'importance sur la santé mentale, mais en bout de compte, il faut aussi donner le temps aux gens de vivre leur santé mentale, pas juste parler de la santé mentale. Puis ça, c'est un gros enjeu pour toutes les organisations, c'est de convertir ça en action pour que les gens ne se rendent pas au point de souffrir de santé mentale. Oui, c'est ça. Parce que je pense que longtemps, les organisations, et c'est très bien, donnaient des outils, des programmes d'aide, les PAE, programmes d'aide aux employés, les rendaient disponibles. Je pense que ce que vous dites, c'est d'aller plus loin. Oui, il y a tout ça, il y a ces initiatives-là, mais il y a aussi notre rôle comme employeur sur comment on contribue à la santé mentale en gérant la charge de travail, en s'assurant de la reconnaissance au travail, que les gens se sentent reconnus comme individus qui contribuent au travail, mais reconnus aussi dans le fait qu'ils ont une vie aussi à l'extérieur, et reconnaître l'humain autour de ça. C'est de la collaboration que les organisations peuvent faire. Mais moi, souvent, on me répond, oui, mais tu sais, à un moment donné, Manon, on a une business à livrer, on a des contrats à répondre, et c'est pas mutuellement exclusif. C'est ça, je pense qu'on se rend compte. En fait, c'est cette santé, ce mieux-être-là qui est si important. C'est beaucoup dans la culture, dans l'approche, dans la bienveillance. Ce ne sera pas à 100% jamais. La garantie de la santé psychologique, c'est plus complexe. Ça peut appartenir à la sphère individuelle, mais en fait, cette santé-là des individus permet la santé financière des organisations très clairement.
Puis je pense que ce sujet-là va au-delà des entreprises. On le voit aussi sur les secteurs politiques qui parlent des investissements qu'il faut avoir dans notre système de santé pour avoir accès à la thérapie, pour que ça soit moins cher. Donc, je pense que c'est comme un enjeu de société et comme entreprise, on peut y contribuer puis aider, mais il faut que tout le système change. Oui, autour, c'est pas juste, bien sûr, c'est pas juste la responsabilité de l'employeur, mais justement, c'est de prendre le rôle qu'on peut jouer et avoir l'impact positif pour les employés. C'est sûr qu'on, le sujet de la gestion des ressources humaines est tellement large, puis l'enjeu de pénurie et tout ça, mais il y a un enjeu auquel on a touché qui, on a eu il y a la pénurie, il y a la pandémie, mais il y a toute cette transformation technologique aussi des organisations, ce qui amène la question du développement des compétences. Quel rôle vous jouez à ce niveau-là auprès de vos employés? Est-ce que ce rôle-là va être différent? Est-ce que c'est en continuité? Qu'est-ce qui va changer en termes de développement de compétences ou requalification peut-être de certains groupes de vos employés? Soit une solution à la pénurie, ou encore s'assurer de les garder chez vous. Est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent de votre côté sur le développement des compétences? Nous, une des choses qu'on investit beaucoup en ce moment, c'est au niveau de tous les outils digitales qu'on peut introduire dans l'organisation au niveau de tous les départements, que ce soit au niveau de l'approvisionnement, au niveau des affaires réglementaires. Comment on peut réduire le travail routinier puis automatiser cette partie-là pour faire en sorte que l'employé est focusé sur des tâches à valeur ajoutée plus que des tâches redondantes et simplistes. Donc, partout où on peut amener le digital pour optimiser ça, c'est définitivement un investissement qui va qui va aider pour la charge de travail, mais qui va améliorer aussi la nature du travail comme tel. Gros investissement chez nous de ce côté-là. Excellent. Je lisais une recherche, je vous le partage parce que je trouvais ça vraiment intéressant. Il y a une recherche québécoise qui dit qu'en fait, si on choisit les bons outils numériques, donc les bonnes plateformes de collaboration, c'est vraiment un facteur contributeur à créer la connexion avec l'employeur. Fait que votre souci de connecter les rituels aussi, mais à travers les outils de travail, si on a les bons outils de collaboration, l'équipe de chercheurs a démontré que les gens se sentent connectés, qui ont un sentiment d'appartenance avec leur organisation parce qu'ils ont une expérience positive à travers les plateformes de collaboration. Je disais ça récemment, puis je me disais, tant mieux, il y a vraiment une valeur. Je pense qu'il faut annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. C'est pas simple de choisir les bons outils, on en convient. Là, on fait du essai-erreur, mais au moins, ça contribue à connecter aux employés à votre mission, à votre organisation. Encore une fois, on aurait pu en parler longtemps. On pourrait vous garder pour souper très clairement, pour continuer de parler de ressources humaines. Mais je pense que la valeur aussi, c'est de pouvoir vous laisser poser des questions à nos panélistes, voir ce qu'ils ont testé, s'il y a des choses que vous aimeriez, des suggestions de leur part ou partager une expérience. La tribune est à vous pour les questions. Oui, mon Dieu. J'ai une question là. Oui. Ah, là. On m'avait donné un micro. Merci. Le micro, c'est super. Je ne sais pas comment ça fonctionnait. Allez-y, madame. Bonjour, Caroline Deguire, Chambre de commerce de Laval, à nouveau. J'ai presque le record d'Alain Lavoie sur les questions. Merci. Puis merci effectivement à la Fédération, parce qu'on discutait même à la table que la question des rituels, puis la question de pouvoir se rencontrer en présentiel, en personne, quelque chose qui est important. Nous autres, en tout cas, on l'a ressenti aujourd'hui. Puis la question du retour au travail, pour essayer d'avoir soit une connectivité avec les gens. Je pense qu'on a plusieurs différents types d'individus, puis ça ne fonctionne pas pareil. Et parlant d'eux, dans la main-d'œuvre des entreprises qu'on représente dans les chambres de commerce, j'entends énormément sur le terrain, quand vient le temps de travailler marque employeur pour l'attractivité et la rétention, les gens travaillent différemment lorsqu'on parle des talents, la main-d'œuvre qualifiée et des talents issus de métiers non spécialisés. Et là, je vais parler pour des manufacturiers industriels, les commerces, la restauration, quels que soient les domaines. C'est sûr, je n'ai peut-être pas un manufacturier, mais peut-être avec Sandoz un peu, là, mais pourriez-vous nous dire, y a-t-il des différences pour créer ces rituels ou pour créer ces retours ou quels que soient les aspects pour faire l'attraction et la rétention? Comment donc travailler lorsqu'on parle de talents qualifiés et de main-d'œuvre non spécialisée? On aimerait ça ramener l'information à nos entreprises.
Michel, est-ce qu'il y avait... Bien, c'est sûr, j'écoutais une dame un peu ce matin qui parlait de son hôtel, là, la dame qui a fait un peu tous les métiers dans son hôtel, les femmes de chambre. Puis je me dis, ouais, si je gérais un hôtel, comment je ferais pour créer ce que j'ai créé un peu chez Sandoz? Moi, je dis toujours le grand P, le petit P, la mission, ou le grand M puis le petit M. La mission est très, très importante pour créer l'engagement. Bon, chez nous, c'est facile. On aide des gens malades, on aide les pharmaciens, les médecins, les hôpitaux à traiter les patients. Donc, si ça ne vient pas chercher l'employé, on a un problème. On développe aussi toujours le petit M, la mission plus d'équipe, parce que si vous travaillez en finance chez Sandoz, ben oui, vous savez qu'il y a un patient au bout de ça, mais au quotidien, vous gérez des chiffres, puis vous gérez les finances comme telles. Donc, on essaie toujours de créer une mission qui est très forte. Puis ça, je pense que ce soit dans n'importe quel commerce, il faut arriver à trouver cette mission-là d'entreprise à grande échelle et à petite échelle pour créer l'engagement. Je sais que, tu sais, moi, je t'écoute, tu dis, wow, tu travailles sur des films. C'est le fun là, de dire, il y a des gens qui vont regarder ces films-là. C'est nous, en arrière, qui les a montés. Donc, tu peux créer aussi ce gros M et petit M-là. Ce gros M-là, effectivement, oui, est évident. On travaille sur tel film, mais quand on se retrouve avec des assistants de production ou le poste d'entrée de runner et ce qu'on appelle notre production, qui est notre centre d'opération, en fait, dont je fais partie, chacun est par département. Puis le petit M, c'est chaque département qui va l'établir. Oui. C'est comme ça qu'on réussit à mobiliser en fait nos équipes. Puis ce qu'on va faire, c'est un peu banal, l'exemple que je vais donner, là, mais pour la semaine d'Halloween, il y a une compétition de décoration de département. Et tous les départements participent, puis tout le monde veut gagner. Donc, c'est par des petites activités ou des petits défis lancés entre équipes qu'on réussit justement à avoir cette mobilisation-là. Oui. Vous avez raison, Ivana, je te laisse après, mais se créer ce sens-là au travail, des fois, c'est simple parce que des fois, c'est plus difficile. Je parlais récemment des gens qui avaient un enjeu d'engagement dans une épicerie avec les préposés aux fruits et légumes et tout ça, puis finalement, ils ont fait toute une session de travail, puis en disant, bien, c'est quoi l'impact de leur travail? C'est que les familles locales mangent mieux. On a créé le sens, mais je pense que dans le cas de créer le sentiment d'appartenance, c'est connecter l'humain. Fait que je ne pense pas que c'est tant le poste puis le niveau de qualification exigé, mais c'est connecter l'humain dans ce qu'il est, dans sa globalité, de faire partie d'une équipe. Fait que ça, je pense que peu importe les postes qu'on a, on peut connecter l'être humain. C'est exactement mon point. C'était de dire que même s'il est spécialisé ou non qualifié, ça reste un humain. Puis il y a une façon d'être empathique avec toute personne, peu importe leur qualification, une façon de reconnaître toute personne et de créer des activités et des avantages pour tout type de personnes. Donc, pour moi, ça, c'est quelque chose. Puis la mission, j'ai lu récemment un exemple de quelqu'un qui faisait de l'entretien ménager dans un hôpital. Donc, lui, il pourrait se dire, je ramasse les couches des personnes âgées, c'est dégueulasse ma job. Mais lui, il s'était dit, mon but, c'est de faire sourire les gens pour que ce moment difficile où ils ne sont pas eux-mêmes puis ils se sentent horribles soit un peu moins pire. Donc, même dans un métier non spécialisé, quand on prend l'humain à la base, on est capable de créer une mission agréable, motivante. Et je pense que c'est aux gens qui ont le leadership de faire ça puis d'aider les gens de voir ce type de mission. Voilà. Ouais, je rajouterais juste, donc chez Sandoz, à Boucherville, on a une usine de fabrication d'injectables. Puis je me rappelle d'avoir marché, je marche dans l'usine, puis des fois, je demande aux gens, qu'est-ce que tu es en train de faire? Bon, je suis en train de fabriquer le lot 142. Non, tu n'es pas en train de fabriquer le lot 142, tu es en train de fabriquer un injectable qui va permettre à un patient et un médecin d'avoir une opération à cœur ouvert, lui empêcher de souffrir. Donc, il faut vraiment, comme on le disait, ramener à l'humain ce que la personne fait, que ce soit un métier spécialisé ou non. Tout à fait. Merci beaucoup. Il y a une autre question. Merci. Rebonjour. Dans le fond, vous avez répondu partiellement à ma question, mais je vais la reposer différemment, en fait, de ce que la madame de la Chambre de Laval a dit. Dans une situation où le télétravail va perdurer, qu'est-ce qui, selon vous,
permettra de créer le plus de cohésion ou de sentiment d'appartenance chez les employés, évidemment dans le but de les conserver. Je vais y aller, si c'est correct. Mais il y a les valeurs de l'entreprise, je pense que c'est la base. Ça prend du temps, on pense que c'est niaiseux, mais quand on vit nos valeurs dans le day-to-day, c'est pour ça que les gens viennent. Et ça n'a pas besoin d'être en présentiel pour que les valeurs soient représentées. Puis je pense qu'il va falloir repenser le type d'activité qu'on fait. Pas parce qu'on est en télétravail qu'on ne peut rien faire. Il faut se dire comment on peut créer ce type d'engagement. Et il y a plein de réponses. Et on ne les a pas toutes trouvées, mais je pense qu'il va falloir se pencher là-dessus pour se dire, avec le contexte de télétravail, qu'est-ce que je peux faire pour créer cet engagement? Nous, dans notre exemple, on a notre engagement le plus fort que jamais, puis ça fait 1 an et demi que la majorité de l'équipe est en télétravail. Donc, il faut travailler constamment, changer, évoluer, je l'ai utilisé le mot, mais vraiment avoir les valeurs fortes et s'assurer qu'on les respecte. Vous l'avez dit, je pense, dans votre présentation plus tôt, puis c'est la base pour moi. Je dirais qu'on est un peu à contre-pied sur l'idée de télétravail à 100%, en fait. De notre côté, oui, on adopte un modèle hybride, mais on demeure avec la profonde conviction que le travail au bureau, au studio est crucial pour justement créer la créativité, puis développer de l'innovation dans notre entreprise. Et ce qu'on pense, en fait, comment garder, on pense que les connexions humaines vont être le point central. Et ces connexions humaines-là se font en présence. C'est là-dessus qu'on mise. Merci. Ça va? Oui, ça va. Je suis d'accord avec mes conjoints. Oui, excellent. Puis si jamais dans votre modèle hybride, ce n'est pas encore fait, vous n'êtes pas encore convenu dans votre organisation, vous n'avez pas de directive internationale à suivre, peut-être, puis je pense un peu c'est la philosophie que tu décris, Émilie, c'est beaucoup d'organisations adoptent l'unité de temps qui est la semaine, 2 jours, 3 jours de présence. Ce que nous, on voit aussi comme mesure qui est intéressante, c'est vraiment de ramener les gens pour les tâches ou les activités qui ont une valeur ajoutée à faire en personne. Donc, parce que le défi, effectivement, c'est de ramener vos gens pour qu'ils s'assoient derrière l'ordinateur, faire exactement ce qu'ils pourraient faire à la maison. Donc, juste les ramener, pas nécessairement. Donc, et la cohésion vient aussi du projet commun, de la clarté de la vision. Puis après ça, on laisse les gens décider de comment ils le font. Est-ce qu'on a une autre question? Je m'excuse, je ne vois pas très bien. Oui? Oui, Pierre Berthiaume, de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins dans la région de Terrebonne-Mascouche. Premièrement, je tiens à vous féliciter. Je trouve que le sujet est évidemment très pertinent. Je vois une variante au niveau des opinions là, sur la différente façon de gérer les organisations. Moi, de mon côté, avec l'organisation que j'ai, évidemment, à la Chambre de commerce, la permanence, j'en ai 10, moi, qui travaillent avec moi. J'ai laissé ça libre à l'équipe. J'ai toujours cru qu'un sentiment d'appartenance était primordial, le partage d'idées, la reconnaissance aussi et surtout l'apport que l'employé peut apporter à l'entreprise. Puis une fois qu'il a saisi ça, bien, ça dynamise le tout. Donc, j'ai laissé libre choix quand vient venu le temps de dire, bien, écoute, est-ce qu'on y va mode hybride, on fait-tu? Alors, j'ai une politique de télétravail, mais je ne l'ai pas nécessairement renforcée. J'ai laissé libre choix et personne ne fait du télétravail. Ils sont tous au bureau tous les matins. J'ai rien demandé. Je les ai laissés faire, puis on verra. Mais tout le monde rentre au bureau. Et j'ai posé la question et on me dit, je suis bien installé à la maison, mais j'ai besoin de sociabiliser. J'ai besoin de me retrouver dans un environnement comme on est ici aujourd'hui. Moi, je suis parti de Saint-Anne, et puis là, je suis parti de Terrebonne, en fait, comme d'autres sont partis de plus loin. Caroline est partie de Laval. Il y a une raison pourquoi on fait ça, là. On a besoin de voir des gens, on a besoin de sociabiliser, on a besoin... Tu sais, l'humain est fait ainsi, alors c'est important. Moi, de mon côté, j'ai embarqué dans un concept qui s'appelle Concilivie. Je suis allé chercher le saut Concilivie. Je suis la première chambre de commerce, je le dis, pour qu'on est bien content. L'équipe est bien fière, puis elle dit, tu le diras. Mais on est la première chambre de commerce au Québec à avoir obtenu le saut Concilivie, conciliation famille-travail. On a réajusté notre charte de façon à donner justement ce souffle que les familles ont besoin, que les employés ont besoin pour partager famille, travail, sans qu'ils se sentent oppressés parce qu'un enfant est malade, parce qu'ils doivent rester à la maison, parce que qu'est-ce que le patron va penser, tout ça. Alors, en laissant cette liberté d'action-là, je me retrouve à avoir une plus grande productivité de la part de mes gens. Je suis quelqu'un qui rentre très tôt et qui part très tard.
Et là, c'est rendu que j'ai des gens qui partent après moi. Et ils ont du travail, ils ont des choses. Ils ont vraiment le sentiment d'un travail accompli. Alors, je n'ai pas vraiment de questions pour vous, à part une seule pour M. Robidoux. J'étais très attentif à ce que vous disiez. Et Caroline et moi, on en discutait, puis on se disait, vous avez semé un doute dans mon esprit, vous disiez que la plupart des employés travaillaient à l'extérieur, tous en télétravail, selon une politique là, mondiale. Moi, je m'inquiète, et la question pour vous, c'est, il arrive quoi des abeilles en haut, là, quand il n'y a pas personne? Non, mais... Les abeilles sont pas mal autosuffisantes. Puis vous d'accord. savez que, tu sais, au niveau de la productivité, on en a parlé, on n'a aucun enjeu de productivité, là. Les gens à la maison, là, ils ne sont pas à la maison pour s'amuser, là. C'est clair que la productivité est là. Il faudra voir. Moi, je pense que les gens vont s'adapter. On vit la COVID. On n'est pas sorti de la COVID encore. Il y aura un retour du balancier, comme vous le mentionnez, même si c'est volontaire. J'ai bon espoir que les gens vont retrouver probablement une balance entre travailler seul à la maison et venir au bureau. L'avenir le dira, mais je pense qu'on devrait avoir une balance qui va se pointer après la COVID. Merci beaucoup. Je voyais qu'on a une petite question en ligne. Est-ce que j'ai le temps de parfait. faire En la fait, lecture? c'était pour ça que je t'ai monté. Oui, c'est bon. Fait que donc, la question, je vous la lis. La nouvelle loi du projet de loi 59, enfin, qui vient de moderniser la loi sur la santé et sécurité au travail, rend les employeurs responsables des accidents de travail en télétravail sans que l'employeur puisse inspecter le lieu où le télétravail se fait. Si vous me permettez, ce n'est pas notre compréhension qu'on ne peut pas inspecter. Donc, les discussions qu'on a eues, puis il viendra, la CNESST va mettre des outils en place, mais notre compréhension, c'est effectivement l'employeur pourra, avec certains critères, bien sûr, pour préserver la vie privée et tout ça, pouvoir quand même voir les lieux où les gens sont installés. Fait que je pense, stay tuned, comme on dit en français, là, je pense qu'il va y avoir des développements de ce côté-là au niveau de la CNESST pour s'assurer que les lieux de travail sont Je pense que le plus gros enjeu, c'était l'ergonomie de travail. Il y a eu des gens qui ont travaillé sur des tables de cuisine, sur le coin de leur bureau. On a fourni, nous, des budgets pour les gens pour s'équiper comme il faut à la maison. Et on a rendu disponible aussi des formations en ligne pour que les gens puissent montrer l'horaire de travail, puis un ergo. Je ne sais pas si c'est un ergonome, je pense. Mais quelqu'un qui regarde l'ergonomie de travail puis qui fait des recommandations pour que les employés puissent bien travailler. Oui, c'est ça, c'est le fun parce que même le font à distance, fait que c'est super. Fait qu'ils peuvent aider à distance. On n'arrête pas le progrès. Excellent. Est-ce qu'il y a une autre question? Non, c'est bon, on a fait le tour? Bien, merci. Ah, est-ce qu'il y a une autre question? Non. On me dit que de dire merci, alors je vais vous dire merci. Merci beaucoup de votre générosité, votre partage, vos points de vue. C'est vraiment très, très apprécié. Ça fait plaisir. Merci. Merci.